Mes chers amis, bien le bonjour. Dans le paysage de la société féodale, la vassalité est le lien de dépendance le plus connu de façon, on va dire, plus ou moins involontaire. Et c'est un lien de dépendance que l'on peut mettre en lien assez facilement avec le servage, car cela rentre dans le cadre de ce qu'on va appeler les seigneuries. Le lien de vassalité, ou plutôt de dépendance, on va dire qui correspond à celui de la vassalité, entre un seigneur et un homme, qui est d'une certaine façon lui aussi un nom libre, s'inscrit la plupart du temps dans la gestion du domaine, donc du domaine seigneurial, mais aussi dans l'assistance du seigneur à proprement parler dans certaines tâches, notamment judiciaires, mais aussi dans tout ce qui est en rapport avec le militaire. Mais comment en fait cette vassalité, ce lien de dépendance se caractérise-t-il et comment en fait cela prend forme ou plutôt comment cela a pris forme. Dans cet épisode, je vous propose un tour d'horizon de cette notion de vassalité, de cette notion de dépendance que nous connaissons tous au travers des livres d'historiens médiévistes, mais aussi également de façon plus générale en lien avec ce système féodal qui réserve quand même quelques surprises et surtout qui se caractérise aussi énormément par cet état de dépendance, et nous allons très lourdement insister là-dessus sur cet état de dépendance, car il faut quand même beaucoup l'avouer, ce n'est pas énormément mis en avant, du moins pas comme ça pourrait l'être comme pour le servage, qui est aussi une forme de dépendance, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le lien de dépendance entre le seigneur et le vassal a des origines antérieures à l'instauration du système féodal. Je rappelle que le système féodal date aux alentours du Xe, XIe siècle et que bien avant cela, on retrouve des traces de ce qu'on pourrait qualifier de vassalité, mais qui va avoir quelques petites particularités et qui ne va pas prendre de suite l'aspect de dépendance, du moins dans l'immédiat, dans sa conception immédiate. En effet, on retrouve des traces de la vassalité dès le haut Moyen-Âge. Tout comme d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, le servage, nous en avions parlé, le servage aussi, on retrouve des traces dès le haut Moyen-Âge, voire vers l'Antiquité tardive. Cette vassalité serait née dans un cadre où on regroupe un certain nombre de choses, notamment, en premier lieu, une recherche de protection de la part du clientélisme. Donc je rappelle que nous sommes encore dans une société romaine et la société romaine de l'époque fonctionnait par clientélisme et cette forme de clientélisme date déjà dès l'Antiquité et cette clientèle, la clientèle notamment des familles romaines, va chercher une forme de protection notamment au sein de l'État, de l'État établi. Donc ça veut dire que les familles déjà ont peut-être aussi du mal à assurer cet état de clientélisme, enfin c'est de protéger ses clients entre guillemets, mais aussi dans certaines régions de Germanie, ça va être le compagnonnage également, le compagnonnage militaire, qui va favoriser justement cet état de vassalité. Donc de ce qu'on pourrait voir comme étant un état de vassalité que l'on s'entende bien. À l'époque des rois francs, donc roi franc, dont Clovis et tous les autres, la vassalité se recentre plus sur ceux qui portent les armes. Donc ça ne va plus être, on va dire, ça a pu être toute catégorie de personnes confondues, comme on pourrait le voir dans le clientélisme romain, mais ça va être ceux qui sont habilités à porter les armes, donc on dit les combattants. En effet, à ce moment-là, bon nombre de ces personnes, bon nombre d'entre eux, rentrent dans une dépendance, notamment pour se faire entretenir par les puissants et notamment le roi. Autrement dit, il faut comprendre une chose, c'est que la vassalité à l'époque des rois francs va prendre plus un aspect, on va dire, avantageux pécunier qu'un aspect, on va dire, de dépendance à proprement parler, mais cela ne change rien puisque ces fameux vassaux vont être entretenus, donc nourris, logés, blanchis, comme on pourrait dire, par des plus puissants, donc ces puissants vont pouvoir en disposer comme ils l'entendent. En contrepartie, cela va de soi. Et cela se produit, encore une fois, au moment, on va dire, au moment où le servage va également se mettre en place. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on retrouve déjà des traces du servage fin de l'Antiquité tardive, début du Haut Moyen-Âge. Nous l'avions vu quand nous l'avions abordé et je vous conseille d'aller voir l'épisode sur le servage pour savoir bien de quoi nous parlons. Avant de s'interroger, il vaut mieux aller voir cet épisode-là. Car le servage commence, je le rappelle très brièvement,
fin de l'Antiquité tardive, début du Haut Moyen-Âge, donc 5e, 6e siècle, donc on est vraiment à toute fin de l'Antiquité tardive et tout début du Haut Moyen-Âge, donc dans une période un peu transitoire, pas forcément une période, on va dire, bien établie. Et justement, là, on signale également que le servage se met de petit à petit en place sous les rois francs, ce qui est logique quand on regarde les dates où le servage commence vraiment à se faire sentir. Je rappelle que le servage, je fais une aparté là-dessus, mais c'est pour bien comprendre que ces états de dépendance, des fois, peuvent avoir des points communs avant toute chose. Je rappelle que le servage, c'était à la base pour éviter l'esclavage, entre guillemets, mais ça reste toutefois une forme de dépendance, une dépendance, on va dire, qui est un peu plus souple, entre guillemets, mais ça reste une dépendance quand même. Donc, gardez à l'esprit que le servage et la vassalité, ce sont des formes de dépendance qui peuvent se rapprocher puisque les vassaux dépendent des seigneurs, tout comme le serf dépend du seigneur, car le seigneur lui octroie un certain nombre de choses et c'est pareil pour le vassal. Donc, gardez bien ceci à l'esprit, car ça fait partie de cet état de dépendance, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, plus facile à voir chez le serf que chez le vassal, mais quand on creuse un peu, c'est exactement le même principe. Toutefois, au 8e siècle, le terme de vassal, donc le terme vassal comme on l'entend, va ne conserver, on va dire, que des personnes de rang supérieur, à mettre entre guillemets, bien entendu, par rapport aux serfs qui sont dans une sorte de hiérarchie des dépendances. Alors, oui et non. Le serf, certes, cultive la terre, le vassal va, être au-dessus du serf, parce qu'on peut avoir, les vassaux peuvent avoir aussi des serfs, ça peut tout aussi bien arriver, mais c'est, on va dire, un contraste relativement bénin, puisque quand on regarde la pyramide, si on devait faire une pyramide concrètement de la dépendance, vous avez le seigneur en haut, le vassau en bas, qui dépendent du seigneur, et le serf qui peut dépendre aussi à la fois du vassal, mais aussi du seigneur. Donc, c'est quelque chose, on va dire, qu'il faut bien garder à l'esprit, même si il y a une hiérarchie et le vassal se situe un peu au-dessus du serf, ça reste quand même un état de dépendance, qu'on le veuille ou pas. Avec les règnes de Charlemagne et de ses successeurs, donc on va dire les Carolingiens, les grands rois carolingiens, on retrouve des vassaux énormément dans l'entourage du roi. Donc ça va devenir des fidèles du roi, mais bon, ça reste quand même des personnes sous la dépendance, encore une fois, d'un puissant. Les vassaux, dans ce cadre-là, vont servir plutôt à consolider l'administration de l'empire, ou plutôt à faire en sorte que tout roule bien, et ces vassaux vont obtenir ce qu'on va appeler des bénéfices. Alors le bénéfice, ça va un petit peu être ce qui va se rapprocher du fief bien plus tard. Le bénéfice, en fait, on vous donne des terres et un certain nombre de droits en échange de votre fidélité. Autrement dit, puisque c'est le roi qui entretient encore une fois ses vassaux, on t'accorde des terres, on t'accorde un certain nombre de droits pour que tu puisses avoir des gens pour l'exploiter et compagnie, parce qu'on se doute bien que les vassaux ne vont pas l'entretenir eux-mêmes, mais en échange, tu nous es fidèle. Donc autrement dit, c'est un peu du donnant-donnant. Donc autrement dit, le vassal, encore une fois, est dépendant d'un puissant. Et là, ça va être de l'empereur. Je rappelle que Charlemagne était un empereur à proprement parler, même s'il ne faut pas entendre le mot empereur comme on pourrait l'entendre pour, par exemple, l'Empire byzantin. C'est totalement différent. C'est un empereur, on va dire, assez particulier. Toutefois, dans les vassaux qui vont se mettre au service justement des rois carolingiens, on va signaler quand même que certains grands du royaume, et les grands, on entend les puissants du royaume, donc par exemple des comtes, vont se mettre en vassalité vis-à-vis de l'empereur. Il va y avoir des petits seigneurs, entre guillemets, parce que le mot seigneur n'est peut-être pas le plus approprié, mais admettons, des petits seigneurs qui vont se mettre en vassalité auprès, on va dire, de l'empereur, dans le but peut-être aussi de pouvoir vivre correctement, dans le but de pouvoir avoir des terres, pour tout un tas de choses, mais ils sont dépendants. Et là, ce sont des grands du royaume, autrement dit, par exemple des comtes, des ducs ou ce genre de choses, qui vont se mettre en vassalité du roi. Donc, autrement dit, si les plus petits vont se mettre au service d'un plus grand, les grands du royaume vont aussi se mettre en état de vassalité, donc en état de dépendance. Donc,
Autrement dit, ce qu'il faut en dégager un peu dans toute cette glaise, c'est que la vassalité, déjà, va commencer à se diffuser, déjà dès l'époque carolingienne, mais va commencer à se diffuser d'une certaine manière. Donc, nous avons déjà des personnes qu'on peut considérer comme des vassaux, mais plus, on va dire, des personnes en armes, donc on peut dire des personnes, on va dire, qui sont capables de se battre, à qui on octroie des terres, dans un premier temps sous les rois francs, à qui on octroie un certain nombre de privilèges, un certain nombre de droits, et en contrepartie, c'est tout, en fait, tout le système de vassalité, si on doit le résumer en plus de tout ce qui est forme de dépendance, c'est aussi un système beaucoup basé sur la fidélité. Énormément. Nous allons le voir quand on va aborder là de suite le système féodal. Fidélité est limite le cœur en fait de la vassalité. En plus de l'état de dépendance, je vais très lourdement insister sur cet état de dépendance car il est très peu mis en avant et justement c'est ce que je trouve extrêmement gênant car nous mettons en avant, et les historiens, tous les historiens, même ceux qui étudient l'histoire de façon générale, mettent en avant la dépendance des serfs, mais ne mettent pas en avant la dépendance des vassaux. Car les vassaux sont aussi dépendants. Ils sont dépendants d'un seigneur. Sous le système féodal, ils sont aussi dépendants d'un roi. Ils sont dépendants de quelqu'un de plus puissant qu'eux. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les serfs peuvent être dépendants des vassaux, et les vassaux peuvent être dépendants, les vassaux sont dépendants du seigneur. Et dans d'autres cas, les serfs sont aussi dépendants des seigneurs. Donc c'est un système pyramidal, si on veut, qui est un petit peu caduque, parce que au final, tout le monde est dépendant d'un seigneur. Et le seigneur, ça peut être les comtes, ça peut être l'empereur ou le roi, ça peut être n'importe qui de plus puissant, qui, pour le vassal, dans un premier temps, va lui octroyer tout ce qu'il peut lui octroyer, et le serf, c'est pareil, le serf, lui, ça va être une terre, ça va être de quoi on va dire vivre, on va dire décemment entre guillemets, mais en contrepartie, il va y avoir un revers de médaille, c'est-à-dire que le serf n'aura pas une liberté de mouvement. Le serf par rapport au vassal, je vais très lourdement insister là-dessus, mais je veux que vraiment ça soit bien ancré dans les têtes, c'est que le vassal, en fait, va avoir une semi-liberté par rapport au serf. Le serf ne va pas être libre. Il doit demander autorisation pour se marier, pour que ses héritiers puissent avoir les biens. Il y a tout un tas de choses. Donc, en fait, le serf est libre sans être libre. Et le vassal, c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est que le vassal, s'il veut se marier, tout simplement, il demande l'autorisation à son seigneur et basta, en fait. Il n'y a pas grand-chose, en fait, à demander de plus. Il y a une certaine liberté qui est liberté, alors on met le mot entre guillemets, bien entendu, chez le vassal que chez le serf. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, mais je veux qu'il y ait bien cette idée en tête que servage et vassalité, ce sont des états de dépendance. Et dès leur origine, dès que cela est mis en place, le premier, le servage, est l'héritier en fait de l'esclavage antique d'une certaine manière. Et l'autre va plus se reposer sur une recherche de protection et une recherche de droit en fait par rapport au clientélisme dans un premier temps, puis ça va être les gens en armes, ça va concerner une catégorie de personnes qui vont se mettre au service de d'autres. Donc vraiment garder à l'esprit servage, état de dépendance, vassalité, état de dépendance ou de semi-dépendance. Mais vraiment de dépendance parce qu'ils dépendent de personnes autres qu'eux-mêmes. Avec le système féodal, la vassalité prend une toute autre forme. En effet, à partir du XIe siècle, l'hommage succède à la recommandation. L'hommage, par conséquent, apparaît dans les sources, mais pas de façon systématique, mais de façon plutôt très occasionnelle. La mention de ce dernier se fait surtout dans des contextes relativement particuliers et bien précis. En revanche, au XIIe siècle, donc au moment où vous avez toutes les croisades et tout ce qui s'ensuit, l'hommage devient de plus en plus fréquent, devenant presque un acte normal. Toutefois, malgré à cette période, il faut quand même le souligner, ce dernier n'est pas une nouveauté et il n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc on pouvait tout aussi bien se mettre au service d'un seigneur sans pour autant prêter l'hommage. On peut tout aussi bien se l'imaginer. Dans les sources languedociennes, si on regarde un peu, ne serait-ce qu'au niveau des sources qu'on peut trouver, par exemple, l'hommage est présent dans les écrits de ces dernières. Donc c'est quand même on a des sources qui l'attestent, que l'hommage a été prêté entre tel seigneur et tel vassal. La cérémonie
en elle-même de l'hommage se compose de plusieurs étapes. Si on devait, on va dire, prédécouper tout ça. On a en premier lieu la dédition de soi. Le vassal se présente détenu, désarmé, et il se met à genoux devant son seigneur. À ce moment-là, le vassal, main jointe, les place dans celle de son seigneur et il manifeste une sorte d'abandon. Alors abandon peut-être pas, mais une sorte plutôt de confiance que ce dernier va accorder à son seigneur. En second lieu, on va assister à ce qu'on va qualifier comme étant un serment de fidélité. La notion de serment de fidélité ne date pas du temps de l'hommage, elle existait déjà bien avant et en dehors de la cérémonie de l'hommage. Les sources retrouvées, donc qui font mention justement de ce fameux serment de fidélité, sont des sources, on va dire, brutes, entre guillemets, des textes bruts, donc on peut supposer que ce sont des paroles qui ont été retranscrites par derrière. Toutefois, il n'y a pas vraiment de détails dans ces sources-là sur les différents aspects, sur s'il y avait des témoins. En fait, on a un écrit qui en fait mention, mais sans pour autant, on va dire, s'étaler. Donc, on peut s'imaginer, mais on peut difficilement quand même avoir une idée de comment ça pouvait se pratiquer, par exemple d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ça, on va le retrouver par exemple dans ces fameuses sources languedociennes ou aussi ailleurs. Entre le XIe et le XIIIe siècle, donc les périodes charnelles où vous avez notamment par exemple tout le contexte des croisades, on constate une forme d'évolution justement de ce fameux serment de fidélité. Dans les textes, on peut voir apparaître quelques particularités dans justement la forme des sources, donc la forme de comment le texte est rédigé. Au tout début du XIIe et du XIIIe, on va avoir dans le côté un peu stylistique des sources quelque chose de beaucoup plus formel, avec une datation, avec la mention de témoins, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le serment de fidélité, certes, il pouvait y en avoir des traces écrites, et petit à petit, quand on commençait à retranscrire ces fameux serments avec ce qui a été dit, les témoins, les dates et compagnie, ça va prendre quelque chose de beaucoup plus formel, voire qui pourrait se rapprocher presque d'un texte de loi sans pour autant s'en rapprocher. Donc la mise en page change et le contenu également va tendance à s'étoffer de plus en plus. Là où on va passer de sources qui sont, on va dire, vagues, où on n'a pas forcément peut-être trop de détails ou des détails où on peut difficilement peut-être se faire une idée du déroulement de la chose, là on va aller petit à petit au XIIe, XIIIe vers quelque chose de beaucoup plus détaillé. Dans les sources languedociennes, et notamment dans les serments de fidélité qui ont été retrouvés justement dans ces fameuses sources, on peut y voir quelques mentions assez particulières, notamment la mention de dons de châteaux à la place, on va dire, d'un fief de terre. Mais concrètement, dans ces serments de fidélité, on va retrouver également des choses qui pourraient être plus en rapport avec l'investiture, on peut voir comme l'investiture du fief, mais là, en fait, ça va vraiment concerner des biens dès ce moment-là. La question, on va dire, des châteaux, justement, dans les sources languedociennes, va être dans les clauses, on va dire, de ce fameux serment de fidélité. Et bien entendu, quand vous ne respectez pas un serment de fidélité, vous avez grande chance de vous faire confisquer les biens qui vous sont accordés, ce qui ne peut ne pas choquer. Au moment de la cérémonie de l'hommage, et donc on va dire de ce serment de fidélité, on peut s'imaginer le déroulement de ce fameux serment de fidélité, cela consiste pour le vassal à engager sa foi, alors sur les reliques et sur les livres saints. Alors ce caractère un petit peu religieux va venir bien plus tard, parce qu'à la base le serment de fidélité est un serment teinté de laïcat, mais l'Église, pour rendre quelque chose de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus, on va dire, religieux, va vouloir également à ce que les vassaux prêtent également serment sur les Saintes Écritures. En France et en Angleterre, si on devait signaler une petite particularité par rapport au serment de fidélité, ce fameux serment se conclut par un baiser de paix ou d'amitié entre les deux hommes. Donc, un baiser de paix, ça veut dire ce que ça veut dire, on va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, c'est comme ça qu'en Angleterre et en France, on avait tendance à sceller ce fameux serment de fidélité. Et enfin, en troisième et dernier temps, cette fameuse cérémonie de l'hommage va se conclure avec l'investiture d'un fief ou, dans certains cas, d'un château. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà.
La question du château, ça va surtout être en Languedoc, mais on peut s'imaginer que ça pouvait être aussi ailleurs. Mais c'est dans le Languedoc, on peut également s'imaginer que cela pouvait être le cas. Toutefois, dans ce petit contexte, l'aristocratie tient à distinguer deux types de fiefs qu'on va accorder au vassal. Il va y avoir les fiefs dits honorables, et je mets les mots entre guillemets, et le fief dit paysan. Et d'un autre côté, l'hommage des grands, donc l'hommage accordé, l'hommage qui sera accordé aux grands du royaume, et l'hommage qui va être beaucoup plus servile. Alors c'est deux choses, on va dire, très différentes, avec des petites différences qui sont relativement minimes. Mais voilà, il faut quand même le savoir qu'il y a quelques petites nuances en fait dans l'hommage. Par rapport justement à l'hommage des grands, cela va concerner surtout, comme je vous disais, les seigneurs. Et dans le second, ça va plutôt concerner tout ce qui est en lien avec les leudes ou, dans certains cas, la reprise des fiefs, par exemple. Donc, tout ce qui est en rapport avec la terre, qu'on soit très bien d'accord. Donc, la terre, servile, on sait très bien un peu derrière ce que ça signifie. Avec l'attribution du fief fait au vassal, ce dernier devient un feudataire, donc il peut tout aussi bien percevoir on va dire, les redevances qui vont être en lien avec son fief. L'attribution du fief comme du château est accordée par le seigneur, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Au moment de la concession du fief, on procède à une espèce d'acte symbolique. Et là, ça va être surtout au moment de la cérémonie de l'hommage. Et cet acte symbolique va être caractérisé plutôt par la remise d'un objet ou de quelque chose qui va dire, voilà, ça représente le fief. Ça va être un étendard, ça va être une motte de terre, ça va être tout un tas de choses. Quelque chose, on va dire, qui n'est pas un objet, on va dire, précieux ou à proprement parler. Toutefois, même si dans quelques cas, on peut retrouver des sources sur ces événements, et ça, il faut bien avoir ça en tête, ce sont des faits rarement consignés juste par écrit avant le XIIIe siècle. Donc, même s'il existe des sources, là j'ai cité les sources dans languedocienne pour vous expliquer un petit peu, je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez un peu avoir une petite idée, parce que c'est très abstrait en vrai comme concept, et ça je le conçois. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on pourrait trouver dans certaines régions par rapport aux sources. Mais toujours est-il que si vous en trouvez en Languedoc, ce n'est peut-être pas le cas ailleurs, et donc il faut rester très prudent quand vous recherchez des sources, et notamment avant le XIIIe. Par ailleurs, il faut aussi avoir bien en tête que le terme de fief n'est pas un terme, on va dire, qu'on va retrouver d'entrée de jeu. C'est un terme qui d'abord apparaît dans l'ouest de l'Allemagne, donc qui n'est pas du tout, on va dire, du royaume de France, et il va se répandre plutôt vers la fin du XIe, sans pour autant, on va dire, être employé tel qu'on pourrait l'employer maintenant, et sans plus de précision. Ça va surtout être un terme qu'on va utiliser, que les juristes vont utiliser, ou certains historiens, mais ce n'est pas forcément un terme d'époque, on va dire, à proprement parler. Donc il faut bien comprendre une chose avec la cérémonie de l'hommage, c'est que la cérémonie de l'hommage, c'est où le moment en fait où le vassal va placer sa confiance et même, on va dire, abandonner sa liberté pour se mettre au service du seigneur. Donc c'est totalement une forme de dépendance, que nous le voulions ou pas, c'en est une, et surtout le vassal, quand le seigneur va vouloir partir en croisade par exemple, parce que le 11e, 13e, c'est le moment où on part en croisade, ben le vassal va être obligé lui aussi de partir en croisade, qu'il en ait envie ou pas. Donc il faut bien avoir en tête que la vassalité, même si on n'en a pas toujours conscience, c'est quand même un cas de dépendance. C'est une dépendance d'un vassal vers un seigneur. La cérémonie de l'hommage prend un caractère solennel dans le sens où le vassal va se mettre à son service, il promet fidélité, on lui accorde un fief, ou un château si on est en Languedoc ou ailleurs. On va lui accorder un certain nombre de choses, mais en contrepartie, on va lui demander aussi quelque chose en retour. Toutefois, il y a quand même, on va dire, un petit couac dans l'histoire. Toutefois, même si en théorie le vassal est censé être fidèle à un seul seigneur, lui être reconnaissant pour tout ça, pour tout ce qu'il lui donne, la réalité est quand même assez différente. En effet, pour des raisons diverses et variées, pour des jeux politiques, pour l'appât du gain, pour multiplier par exemple les fiefs pour avoir un peu plus de richesse, certains vassaux ne vont pas hésiter à multiplier les hommages, même si la réserve seigneuriale prévoit
que que le vassal, on va dire, qui va s'adonner à ce genre d'activité, ben, que le seigneur à qui il a prêté serment en premier soit, on va dire, privilégié par rapport aux autres. Mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est pas forcément toujours le cas. On va essayer d'enrayer un petit peu ce phénomène de multiplication des hommages, et pour rendre, on va dire, les vassals un peu plus fidèles que ce qu'ils ont, les seigneurs vont essayer de mettre en place ce qu'on va appeler l'hommage-lige. L'hommage-lige, c'est quoi? C'est faire prêter un serment, entre guillemets, au vassal dans le but que celui soit prioritaire aux autres. C'est ce que je vous ai dit par rapport à la réserve seigneuriale et par rapport à tout ça. Toutefois, les vassaux félons, vous vous doutez bien que ils vont dire oui, je te suis fidèle et tout, mais ils ont les croix derrière le dos, genre à dire cause de toujours tu m'intéresses, moi je me mets à celui qui me paie le mieux. L'hommage-lige va avoir pour but d'enrayer justement ce fameux façon de faire qui est mon vassal va se mettre au service à celui qui va le payer le plus et moi je vais partir les mains dans les poches. Mais cette tentative d'instauration de l'hommage-lige va pas être, on va dire, un très très grand succès. Mais dans une autre mesure, si le seigneur n'est pas du tout disposé en fait à pardonner à son vassal ou que celui-ci en a marre que son vassal se fasse tourner en rond, il peut tout aussi bien le punir. Et cette punition passe par la confiscation de son fief. Donc autrement dit, le vassal qui va s'amuser à aller prêter serment à droite et à gauche pour obtenir plus de richesse, plus de prestige ou autre, a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, dans le sens où si un seigneur décide de lui confisquer son fief, c'est pas forcément très bon pour lui, surtout que le fief est ce qui fait que le vassal peut vivre. Alors s'il en a plusieurs, c'est peut-être pas très gênant, mais s'il en a pas plusieurs, nous pouvons très bien nous imaginer que ça ne pouvait peut-être pas être dans son intérêt. Avec l'hommage, le vassal doit une certaine, on va dire, contrepartie à son seigneur. Et ces contreparties, ça va se qualifier sous forme d'aide. Aide militaire, aide judiciaire ou aide matérielle. L'aide militaire, ça va être notamment le service de l'hoste ou des services d'escorte. Ou ça va être également un petit peu plus tard quand il va y avoir les croisades. L'aide judiciaire, c'est tout simplement que le vassal, quand son seigneur doit rendre la justice pour des raisons X ou Y, et ce dernier doit l'assister. Il doit juger aux côtés de son seigneur, on va dire les cas de délits, on va dire des délits mineurs, des tout petits délits. Toutefois, comme délit mineur, pourquoi? Parce que le seigneur n'exerce qu'une fonction de basse justice. Si ce dernier a des fonctions de haute justice, c'est totalement différent, et quand bien même, dans tous les cas de figure, le vassal doit se conforter aux décisions qui sont prises par son seigneur, quoi qu'il en pense. Et par rapport à la haute justice, alors si d'un côté ça va être juste peut-être des amendes ou ce genre de choses pour la basse justice ou peut-être des châtiments, on va dire, un peu plus soft, pour la haute justice par contre c'est beaucoup plus embêtant parce que ça peut être la prison, ça peut être le gibet ou ça peut être le pilori. Dans les trois cas, en prison vous mourrez, vous y restez probablement à vie, et dans les deux autres cas vous pouvez mourir. Quelque part le vassal, quoi qu'il pensait, il n'avait pas forcément probablement son mot à dire, ou très peu, on peut s'imaginer que ça pouvait très peu se faire. Concernant par exemple l'aide matérielle, cette aide matérielle en fait va se traduire par le fait que même si le vassal possède un fief ou un bien ou un château, peu importe, le seigneur peut toutefois en disposer s'il le souhaite, notamment dans certains cas. Ça c'est la théorie. La pratique fait que cette aide matérielle va se cantonner à quelques cas de figure bien précis, à savoir par exemple la rançon du seigneur s'il est fait prisonnier. Par exemple, votre seigneur est fait prisonnier lors des croisades, on vous demande une rançon astronomique, les vassaux sont obligés de se débrouiller pour l'avoir. L'adoubement des fils aînés de ces vassaux, tout un tas de choses. Et ça va être pareil par rapport au départ en croisade. Tout ça, c'est vraiment l'aide matérielle. Mais la croisade, ça va se situer aussi dans le cas du militaire, parce que vous vous y doutez bien qu'un vassal part en croisade avec son seigneur. Le vassal a aussi d'autres attributions. Hormis cela, il doit également
assister au conseil, ou du moins il doit le conseil à son seigneur, c'est ce qu'on va appeler le concilium. Ça va consister surtout à participer aux assemblées que le seigneur demande, alors ça va être pour rendre la justice ou pour autre chose, mais la justice ce sera plutôt de l'ordre de l'auxilium. Donc le vassal en fait assiste à l'administration du domaine, par un tout un tas d'autres choses, il assiste à la justice, mais on peut supposer que son rôle est quand même relativement limité, on peut tout aussi bien le supposer. En contrepartie, on va dire, de toute cette aide que le vassal en fait accorde à son seigneur, parce que c'est encore une fois un cas de dépendance, le seigneur en contrepartie a bien conscience qu'il doit donner aussi un petit peu de sa personne, et je dis ça avec des gros guillemets, à savoir que lui doit aussi protéger son vassal si jamais il est embêté, et il doit l'aider militairement contre ses ennemis s'il y a. Donc il a un rôle plus de protecteur qu'autre chose. Alors vous allez me dire, on peut se dire c'est totalement normal, c'est vrai, mais encore une fois, le vassal donne énormément de sa personne plus que le seigneur. Je dis pas que c'est assez déséquilibré, mais ça l'est quand même tout autant, parce que le vassal, il doit tout à son seigneur. Il lui doit tout, il lui doit son fief, donc ça veut dire ses rendements, son train de vie, tout ceci. Il lui doit son rang, il lui doit tout un tas de choses. Donc en fait, le vassal, sans le seigneur, n'est pas grand-chose en fait. Donc c'est là que le lien de dépendance se crée. Donc il faut bien avoir ça en tête, que c'est un cas de dépendance quand même qui n'est pas toujours mis en avant. Ça, j'ai très lourdement insisté là-dessus, mais il faut bien l'avoir en tête quand on parle de vassalité, car c'est oui, le vassal aide son seigneur en apparence, c'est un peu une espèce de donnant-donnant, mais il faut pas oublier aussi que le vassal n'est pas grand-chose sans son seigneur. Donc, gardez bien ça en tête quand vous pensez à vassalité, et surtout quand vous lisez des ouvrages d'historiens qui parlent de la vassalité, allez au-delà aussi de ce qu'on vous dit, et essayez de voir aussi la connotation de dépendance derrière, parce que chez certains historiens, elle ressort plus que d'autres. Concernant le fief, puisque le fief en fait est au centre un peu de ce système nommage, mais le fief va être principalement un bien foncier, ça on s'en doute, mais dans certains cas, les vassaux ne sont pas fiefés, ça peut arriver. Et quand ils ne sont pas fiefés, qu'est-ce qui se passe? C'est le seigneur qui les entretient au sein de sa propre maison. Donc, on renforce encore plus ce système de dépendance qui fait que le vassal vit carrément avec son seigneur, il n'a pas de bien à lui, il n'a pas, on va dire, son propre chez lui, entre guillemets, il vit avec le seigneur, donc il est totalement dépendant du seigneur, et donc, il n'a pas trop de moyens d'échappatoire. Et quand ils sont fiefés, alors vous avez le bien foncier, mais il y a aussi d'autres petites choses qui peuvent être en dehors du fief, c'est la percevance de redevances, de dîmes, ce genre de choses. Donc le fief va accorder au vassal une certaine indépendance financière, entre guillemets, mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que le seigneur, si le vassal est félon, si celui-ci ne lui va pas, s'il y a le quelconque problème ou qu'il y a un quelconque désaccord, le fief peut sauter et le vassal peut se retrouver sans rien. Donc, en fait, la carotte, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais employer des mots peut-être un petit peu maladroits, mais la carotte du vassal, c'est le fief. Et sans ce fief, le vassal ne vit pas. Ou alors il va rentrer dans une totale dépendance du seigneur, à vivre avec lui. Et ça, c'est pas forcément ce que tout le monde envie. Alors oui, t'es logé, blanchi, tu n'as pas à défendre quoi que ce soit, mais en contrepartie, tu perds une forme de liberté qui est quand même pas négligeable. Nous l'avions vu quand nous avions parlé du servage, qui est aussi un cas de dépendance qui peut être en lien des fois avec la vassalité, parce que c'est des hommes libres qui deviennent des non-libres. Et c'est vrai que c'est deux cas de dépendance qui sont en apparence très différentes, mais qui dans le fond sont très similaires, car, bien entendu, on est dépendant d'autres personnes. En conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous venons de voir les caractéristiques de la dépendance dans le cadre de la vassalité, mais cet état de vassalité au fil du temps, déjà va s'enraciner déjà dans la société médiévale, on va dire entre le 11e et le 13e, mais à partir du 13e, les liens de vassalité vont commencer petit à petit à s'affaiblir, et cet affaiblissement va prendre des formes, va se faire ressentir vers la fin aussi du Moyen-Âge, parce que les hommages sont récoltés entre guillemets par les agents
du roi, c'est-à-dire les baillis et les sénéchaussés. Donc, autrement dit, les seigneurs vont commencer à perdre petit à petit justement cette influence qu'ils ont sur leurs vassaux, et les vassaux vont devenir des vassaux du pouvoir royal qui commencent petit à petit à récupérer certaines prérogatives à ce moment-là, prérogatives qu'ils avaient perdues à la fin de l'époque carolingienne. Je le resitue, mais c'est important de le savoir. Et au fil du temps, c'est-à-dire avec la fin de l'époque médiévale, l'époque moderne et tout ça, jusqu'à, on va dire, la Révolution, l'hommage est toujours prêté, est toujours présent, mais on peut s'imaginer très clairement que vu que les seigneurs n'ont plus le monopole de l'hommage, comme c'était le cas entre le XIe et le XIIIe, ben l'hommage s'est probablement vidé de toute sa substance et de tout son sens, et donc c'est un hommage qui est pas forcément, on va dire, aussi imposant dans le temps imposant que au tout début. L'hommage va persister jusqu'au XVIIIe, car on sait très bien qu'à la Révolution, les droits seigneuriaux sautent, et ça, on va le retrouver dans les cahiers de doléances de 1789 par rapport à cela. Donc, ce qu'il faut comprendre vraiment du cas de vassalité, et je l'ai répété tout au long de l'épisode, mais je veux que ça soit bien compris, c'est que la vassalité, même si on n'y met pas forcément l'accent dessus, c'est un cas de dépendance parce que vous avez des hommes en armes, vous avez des hommes en armes qui rentrent en dépendance, qui rentrent, on va dire, au service de seigneurs et à qui ils doivent tout. On l'a vu pour le serf doit, sa terre doit tout aussi au seigneur, parce qu'il met en valeur, quand c'est faire valoir la terre du seigneur, il lui permet de manger, mais encore une fois, il doit tout à une tierce personne, et le vassal, c'est un peu la même chose. C'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant quand on étudie la vassalité à l'université ou ailleurs, mais malheureusement, quand on creuse vraiment un petit peu, c'est un cas de dépendance qui est très marqué, et qui est un cas de dépendance qui est sur un donnant-donnant un peu caduque. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura intéressé. J'ai essayé de faire quelque chose, on va dire, des pistes un peu moins connues, peut-être beaucoup moins travaillées que par exemple quand on fait des cours à l'université ou ailleurs, parce que c'est peut-être pas toujours l'aspect de la vassalité qu'on connaît le mieux. On connaît les aspects de la vassalité avec l'hommage et compagnie, mais la réflexion sur la dépendance, c'est pas forcément une réflexion qui est la plus mise en avant, ou du moins partiellement mise en avant, et je trouvais ça intéressant, surtout quand j'avais travaillé sur le servage, de mettre en lumière justement cette forme de dépendance que moi-même, quand j'étais étudiante, que je n'avais pas forcément en tête, et voilà, et c'est pour ça que je tenais à faire cet épisode, pour que vous aussi, vous puissiez peut-être orienter des recherches vers ces formes de dépendance, ou la dépendance de certaines personnes au Moyen-Âge ou autre chose. J'ai inclus volontairement des sources languedociennes pour avoir peut-être des espèces d'exemples par rapport aux sources, par rapport à ce qu'on pouvait trouver, parce que le général c'est bien, mais il y a parfois, il faut quand même avoir ne serait-ce que quelques idées, notamment par rapport à l'hommage. Certains vont mettre en avant certaines sources et d'autres pas. Donc, je voulais quand même que l'épisode soit instructif pour vous, et surtout qu'il puisse vous orienter vers des questionnements qu'on n'a pas forcément quand on étudie la vassalité. N'hésitez pas à liker et clocher l'épisode, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.